Comment préparer son road trip dans l'Ouest américain? Par où commencer? Quelle est la meilleure méthode pour réussir son organisation? Dans ce nouvel épisode, on vous emmène pas à pas de l'idée à la route pour que votre projet de voyage devienne réalité. Salut à tous, très heureux de vous retrouver enfin pour ce nouvel épisode de Check-in. Check-in, le podcast de Sunset Boulevard, votre guide de voyage aux USA. Découvrir des paysages emblématiques, arpenter des villes iconiques, partir à la rencontre des Indiens, explorer des villes fantômes, tutoyer la légende ou tout simplement aller vérifier si tout ce qu'on a vu dans les films et les séries est vrai. Voilà ce qui attire celles et ceux qui décident de partir en road trip dans l'Ouest américain. Mais avant de vivre ce rêve, il faut d'abord se plonger dans des préparatifs qui exigent une approche méthodique. Et pour vous aider à organiser votre voyage de A à Z, je suis accompagné aujourd'hui de Johanna, c'est la marraine de Check-in, qui connaît le sujet par cœur après une quinzaine de voyages aux États-Unis depuis 2010. Salut Johanna, ravi de te retrouver. Salut Jean-Christophe. Avec ton expérience, ton vécu et tes nombreux conseils, on va détailler ensemble les 7 étapes de ces préparatifs. Les meilleures saisons pour partir, la durée idéale, le budget, les formalités administratives, la construction de l'itinéraire, les réservations et enfin la logistique. Première étape, Johanna, le choix de la période de voyage. Quelles sont les saisons à privilégier pour un voyage dans l'Ouest américain ? Je dirais que chaque saison, en fait, a ses avantages et ses inconvénients. Le printemps, par exemple, c'est plutôt un bon choix pour visiter les déserts du sud-ouest américain, la Californie du Sud, les grands parcs notamment, ceux de l'Utah. Il y aurait un petit bémol avec la brume qui se propage sur les côtes à cette période de l'année. Mais si on se concentre vraiment sur l'intérieur des terres, c'est vraiment une saison idéale. L'automne, c'est plutôt conseillé pour la Californie, l'Arizona, l'Utah, le Nevada, le Nouveau-Mexique. L'été, c'est plutôt à réserver pour le nord-ouest, je dirais. L'Oregon, l'État de Washington, Montana, Wyoming, bien sûr, Colorado aussi. C'est des États qui sont quand même assez peu visitables en dehors de l'été, notamment à cause de la neige. Alors après, si on aime la neige, ça peut être sympa aussi, mais c'est du coup plus compliqué, je trouve, pour s'organiser dans ces États-là en dehors de l'été. Et enfin l'hiver. Alors l'hiver, ça peut être une bonne saison aussi pour voyager aux États-Unis, mais à privilégier plutôt les déserts du sud-ouest. C'est notamment la période idéale pour la vallée de la mort. Précisons, Johanna, que selon la saison choisie, le budget et la fréquentation ne seront pas les mêmes. Attention au risque de shutdown aussi. Oui, en effet. Alors, l'hiver, c'est quand même une saison qui est moins chère, donc ça peut rentrer dans la balance quand on voyage aux États-Unis, parce que c'est quand même une destination assez onéreuse. Mais la météo, comme je disais, elle peut être plus aléatoire et on peut pas forcément visiter les mêmes endroits en fonction de là où on va. L'été, c'est top pour le climat, notamment dans les États du Nord. Mais ça reste très touristique, que ce soit touristes étrangers, mais aussi américains, parce que leurs vacances d'été sont entre début juin et début août, à peu près, en moyenne. Ça change selon les écoles, mais globalement, c'est un peu ça. À l'automne, c'est une période idéale, notamment avec l'été indien et tout ça, mais il y a toujours le risque de shutdown. Du coup, le shutdown, c'est quand le budget de l'État n'a pas été voté et que du coup, il ferme tout ce qui est administration et notamment les visitor centers dans les parcs nationaux. Donc, le risque, c'est que les parcs nationaux soient fermés. Et ça, généralement, c'est plutôt aux alentours de septembre-octobre. Donc, faut l'avoir en tête que vaut mieux prévoir des plans B quand on voyage à cette période. Le printemps. Très belle lumière aussi en automne. Ça, c'est 2 saisons vraiment qui sont sympas. Alors, le printemps, les journées sont plus longues. L'automne, un peu plus courte forcément. Il y fait moins chaud dans ces 2 périodes-là. Et puis, voilà, comme je disais, la lumière, elle est magnifique, notamment en Californie du Sud. Johanna, la deuxième étape des préparatifs, c'est le choix de la durée du voyage. Combien de temps partir et que peut-on espérer en 1, 2, 3 ou 4 semaines ? Je dirais déjà sur une semaine. Pour moi, il vaut mieux oublier l'idée d'un vrai road trip, dans le sens où les distances sont astronomiques aux États-Unis, et sur une semaine, on n'en verra pas grand-chose. Donc plutôt se concentrer sur une ville, notamment Los Angeles ou San Francisco, qui sur une semaine ont largement de quoi occuper. Si on part sur un séjour de 2 semaines, alors là on peut commencer à envisager un petit road trip, notamment autour de Las Vegas, avec les parcs de l'Arizona, comme le Grand Canyon, et les parcs de l'Utah. Il y a pas mal de parcs à faire autour de Las Vegas.
Ou alors ça peut très bien aussi être un itinéraire plutôt centré sur la Californie. Si on a 3 semaines, alors là ça commence à devenir bien confortable. On peut envisager une boucle plus complète des grands parcs de l'Ouest, en poussant même jusqu'à Moab ou Monument Valley par exemple. On peut également envisager un mix entre la côte pacifique et une partie du sud-ouest, notamment le sud de la Californie. Ou ça peut être aussi le Wyoming avec Yellowstone et Grand Teton, ou bien le Dakota du Sud, ou encore le Texas. Les possibilités sont infinies. Et alors si on a plus de 4 semaines, alors là, tout devient possible. On peut se faire la mythique Route 66, pourquoi pas, une découverte en profondeur de l'Ouest américain, et on peut aussi en profiter pour s'aventurer hors des sentiers battus. Et le coût du voyage va suivre mathématiquement sa durée, ce qui nous amène à parler du budget d'un road trip dans l'Ouest américain. Alors les principaux postes de dépenses seront les billets d'avion, la location de voiture et l'essence, dont le coût reste, rappelons-le, très bas comparé à la France, les hébergements, l'alimentation, l'assurance voyage à ne pas oublier, les visites et les activités, et puis le shopping. Sachant qu'il y a autant de budget que de voyageurs, on ne va pas vous noyer dans les chiffres, et plutôt que de se hasarder à vous donner des fourchettes, on a préféré vous proposer des budgets réels de voyage de plusieurs membres de notre communauté. Vous les retrouverez dans une page dédiée dont le lien se trouve en description. Et nous reparlerons de la maîtrise de son budget quand viendra la phase des réservations. On en vient donc maintenant, Johanna, à la 4e étape de ces préparatifs. Ce sont les formalités administratives. Parce que sans passeport valide ou sans ESTA, eh bien votre rêve américain va s'arrêter à la porte de l'aéroport. Johanna, quels sont les incontournables ? Pour réaliser un voyage touristique aux États-Unis, il va d'abord vous falloir un passeport biométrique en cours de validité pendant toute la durée du séjour. C'est-à-dire que il faut qu'il soit toujours valable à votre retour en France, en Belgique ou en Suisse, je ne sais pas d'où vous venez. Une autorisation ESTA, si votre séjour ne dépasse pas 90 jours. L'idée, c'est de l'imprimer, car les compagnies peuvent la demander au comptoir d'enregistrement, mais à savoir qu'il y a une application désormais où, en fait, on peut enregistrer son ESTA dans l'application et du coup la présenter avec son téléphone. Voilà, donc l'ESTA est à faire avec son nom de naissance, dans le même ordre que ceux du passeport. Il faut vraiment bien l'avoir en tête. Il faut bien sûr un billet d'avion aller-retour, une autorisation AVE si on fait escale au Canada avant d'arriver aux États-Unis. C'est à réaliser sur le site officiel du gouvernement canadien. Et si on fait escale au Royaume-Uni, avant d'arriver aux États-Unis. Si on quitte pas la zone de transit, pas besoin de ETA, mais si on a besoin de sortir en cas de souci avec son vol qui suit ou même parce qu'on a décidé de faire une escale un petit peu plus longue, et bien là il faudra le faire et il faut penser à la demander 7 jours avant. Et nous voici, Johanna, à l'étape la plus créative, j'allais dire, c'est celle de l'élaboration de votre itinéraire. C'est le moment de plancher en mode brainstorming. Johanna, par où commencer ? Déjà, il faut faire une liste des sites touristiques qu'on rêve de visiter. C'est la base. Et puis pour conforter vos choix, moi je vous conseillerais d'aller voir nos Sunset Guides, qui sont consacrés aux villes, aux parcs nationaux, monuments, musées, routes panoramiques. Il y a vraiment de quoi faire et de quoi trouver des petites pépites, même des choses qu'on n'aurait pas forcément entendu parler. Et on peut aussi localiser sur une carte tous les spots touristiques que nous présentons. Donc c'est top pour organiser son circuit. Et du coup, vous vous retrouvez avec la liste de vos rêves. Elle est sans doute longue, très longue, trop longue, Johanna. Vous allez sûrement vouloir en faire un maximum. Sauf que la durée de voyage, elle n'est pas extensible. Et plus elle est courte, plus il va falloir faire des concessions. Donc sinon, le risque, c'est de survoler les vacances, papillonner, zapper en permanence, avec au final un sentiment amer d'avoir tout vu sans rien avoir vu en fait. Donc nous on est plutôt partisans du concept do less, enjoy more. Johanna, nos amis ont donc normalement épuré un peu leur liste, ils ont fait des arbitrages et ils vont pouvoir commencer à dessiner leur itinéraire. Quel outil est-ce que tu recommandes pour cela ?
Alors moi, je suis assez fan de Google Maps. C'est un peu mon outil favori quand je prépare un road trip aux États-Unis. Dans l'idéal, c'est de faire une carte par étape. C'est ce qu'il y a de mieux parce que Google Maps limite à 10 points, je crois, ou c'est peut-être un petit peu plus, mais j'ai plus exactement en tête, mais une dizaine de points. Donc sur un voyage aux États-Unis, on en aura forcément plus. Donc je trouve que c'est pas mal, voilà, de limiter une carte par étape. Après, il y a d'autres outils, d'autres logiciels un peu équivalents, certains même qui proposent plus d'étapes, mais je trouve que très vite, ça devient un peu indigeste. Donc c'est bien de limiter étape par étape, c'est pas mal. Et d'ailleurs, une question qu'on nous pose assez souvent, est-ce que les temps de trajet sont fiables sur Google Maps ? Globalement, ouais, c'est plutôt fiable, je trouve. Alors attention, fiable dans les grands espaces. En ville, ça dépend en fait, parce que avec la circulation, Google Maps peut pas forcément l'anticiper des jours avant. Donc quand on prépare son voyage, souvent c'est des semaines, voire des mois avant. Donc toujours. Alors après, il donne un ordre d'idée. Et moi, ce que je conseille, c'est de prendre la fourchette la plus haute. Comme ça évite les soucis une fois sur place, de se retrouver en fait à pas pouvoir faire son programme initial parce que on a passé 3 heures dans les bouchons. Il y a 2 types d'itinéraires, Johanna, en boucle ou linéaire. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre ? Alors en boucle, c'est un retour au point de départ, donc avec le même aéroport pour l'arrivée et le départ. Globalement, je trouve ces derniers temps, ça reste moins cher que le linéaire. Les vols multidestinations sont un chouïa plus chers. Alors ça dépend un peu d'où on arrive et d'où on part. Mais voilà, pour avoir fait pas mal de recherches ces derniers temps, je trouvais que c'était un petit peu moins cher. C'est plus rassurant aussi, je trouve, quand on connaît pas, de se dire qu'on va revenir dans un aéroport un peu familier, quoi, qu'on a déjà vu. Ça peut rassurer. En ce qui concerne un road trip plutôt linéaire, donc ça c'est avec une arrivée et un départ d'aéroports différents, de villes différentes. Donc c'est souvent plus avantageux pour les séjours de courte durée. Ça évite de perdre du temps à revenir sur ses pas. Quand on réserve les billets, il faut penser à activer l'option vol multidestination. Et forcément, il y aura des frais en plus, notamment par rapport à la location de véhicules, avec des frais de drop-off, donc c'est les frais d'aller simple, qui peuvent très très vite monter en fonction du nombre de kilomètres entre les deux villes. Sur des villes intra-californiennes, globalement, ça reste abordable. Pareil entre Los Angeles, San Francisco et Las Vegas. Mais si on souhaite faire la route 66, alors Chicago j'imagine, je pense que c'est des partenariats parce que les frais de drop-off sont pas très élevés. Mais si on souhaite faire un voyage d'est en ouest, ça peut aller jusqu'à $500. Donc il faut l'avoir en tête. À ce stade, il faut d'ailleurs qu'on attire votre attention sur un point capital. Les États-Unis, c'est très très grand et souvent les primo-voyageurs n'ont pas conscience de l'immensité du pays qui fait quand même 17 fois la France. Du coup, attention aux distances entre 2 étapes et donc au temps de trajet quotidien parce qu'on est d'accord que l'idée, c'est pas de passer ses vacances dans la voiture. Pour le confort de voyage, nous, on recommande plutôt de limiter sa route quotidienne à 3h30. Alors, forcément, 3h30 en moyenne, ça veut dire des journées où on roulera un peu moins et des journées où on fera peut-être un peu plus de kilomètres. L'idée, c'est pas d'avoir trop de journées avec plus de kilomètres parce que, en effet, c'est très chronophage et on vient pas si loin pour rester dans la voiture et ne pas voir ce qui se passe à l'extérieur. Même si le trajet en voiture est toujours exceptionnel aux États-Unis puisque on voyage déjà, on découvre, on visite déjà rien qu'en voiture. C'est vrai. Le plaisir, il est accru aux États-Unis. Il y a moins de stress, les voitures sont confortables et puissantes. En plus, c'est des boîtes automatiques généralement, même systématiquement, et les routes sont relativement en bon état. Donc ça peut être un plaisir, mais voilà, il faut pas que ce soit au détriment du temps consacré aux visites réelles. Et puis bien sûr, il y a toujours des exceptions, comme je le disais, on peut sacrifier une journée, faire une étape de liaison pour mieux profiter d'un site le lendemain. Donc voilà, il y a des étapes, par exemple, où il y a moins de visites à faire et du coup on peut se permettre de faire une journée de 6-7 heures de route, quoi. Mais d'ailleurs, si vous avez du mal à construire votre itinéraire, vous trouverez sur notre site 6 itinéraires de road trip dans l'Ouest américain. Ils sont équilibrés, ils ne sont pas trop rapides et le lien
est en description. Quoi qu'il en soit, prenez du temps sur la création de cet itinéraire car tout le reste va en découler, notamment les réservations qui doivent débuter si et seulement si vos étapes sont validées. On lit encore trop souvent qu'il faut commencer ses préparatifs par la réservation des billets d'avion. Eh bien non, grosse erreur stratégique puisque ces billets ne sont en général pas modifiables en classe éco, ce qui vous coupe les ailes sous le nez si je puis dire. On en vient donc maintenant à la phase des réservations. Alors là, on entre dans le dur puisqu'il va falloir sortir la carte bancaire. Chouette. Johanna, que doit-on réserver et quels sont tes bons plans pour maîtriser son budget ? Alors l'avion déjà. Faut surveiller les prix plusieurs mois à l'avance. Les prix sont souvent moins élevés en appel, c'est-à-dire quand ils sortent, souvent 9 mois à peu près à l'avance, ou alors plutôt en fin de course, c'est-à-dire quand la date se rapproche, donc souvent c'est 6 semaines avant. Là, ça c'est de l'expérience, j'ai pu voir que les prix pouvaient évoluer. Il faut pas hésiter à s'inscrire aux newsletters des compagnies aériennes parce qu'elles proposent des réductions assez régulièrement. Alors après, pas obligé forcément de s'inscrire aux newsletters, hein, c'est juste pour s'épargner un peu de charge mentale entre guillemets parce que si vous allez regarder sur Google Flight tous les jours, vous les verrez passer les réductions. Donc ça déjà, c'est un point important. Donc comme je disais, utiliser des comparateurs aussi, ça peut être intéressant, notamment Google Flight. Alors Google, je fais pas de la pub pour Google, mais ça reste quand même un outil très pratique. Oui. Et du coup, Google Flight, l'avantage c'est qu'on peut mettre plein d'alertes en fait, sélectionner les vols qui nous intéressent le plus et mettre une alerte et comme ça on reçoit un mail quand les prix évoluent, dans le positif comme dans le négatif bien sûr, hein, mais ça permet de garder l'œil. Éviter les week-ends, les périodes de pointe pour partir, mais aussi pour réserver. Pour réserver parce que les prix ont tendance à augmenter, parce que les gens généralement prennent leur billet d'avion à ces moments-là. Donc forcément, c'est l'histoire de l'offre et la demande. Hein. Plus il y a de demande, plus l'offre elle augmente. Enfin, les prix augmentent en tout cas. Mais aussi pour partir, souvent les prix sont un peu plus élevés. C'est pas toujours le cas. Ça dépend aussi de la période à laquelle on part. Mais sur les vacances notamment, partir un samedi, ça peut faire augmenter un peu le prix du billet d'avion. Quand on réserve ses billets, une fois qu'on a checké tout ça et qu'on a les prix qu'on souhaitait, réservez donc vos billets d'avion à votre nom de naissance et aux noms qui sont présents sur votre passeport dans le même ordre. Toujours comme c'est le même principe que pour l'ESTA, il faut que votre passeport, votre ESTA et vos billets d'avion soient identiques. Donc ça c'est très important. Une fois qu'on a réservé l'avion, on peut réserver aussi la location de voiture. Donc bien comparer les loueurs, réserver tôt, idéalement avec l'annulation gratuite. Alors elle est proposée quasiment dans 99% des cas. Hein. Je crois que j'ai jamais eu de proposition de location de voiture sans annulation gratuite jusqu'à 48 heures avant. Voilà, donc vérifie bien les frais, jeunes conducteurs, les drop free, c'est ce qu'on disait, les allées simples là quand on part d'un endroit et qu'on revient à un autre. Les assurances aussi très important. Alors, aux États-Unis, les assurances c'est plutôt le full package généralement. C'est pour ça on est déjà bien couvert avec les assurances qui sont obligatoires. Donc attention à ne pas forcément se faire avoir au comptoir et à se retrouver à prendre des assurances qui ne serviront à rien. Avoir en tête qu'il faut posséder une carte de crédit à débit différé. Très important. Alors toutes les compagnies ne l'exigent pas, mais la plupart le font et de plus en plus d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut une carte où on peut faire un crédit et qu'il faut que le débit soit différé, c'est-à-dire qu'on soit prélevé à la fin du mois. C'est pour les empreintes notamment et les cautions. La plupart des loueurs, et c'est pas forcément vrai que pour les États-Unis, c'est partout dans le monde, ils demandent de plus en plus de cartes de crédit à débit différé. Et aussi choisir un véhicule adapté à son projet, pas forcément le plus gros. Tout dépend de ce qu'on a prévu de faire. Bien sûr, si on souhaite faire un peu de piste, l'idéal c'est quand même d'avoir un SUV. Mais si c'est pas forcément le cas, les voitures sont quand même beaucoup plus grosses que les nôtres, donc une berline suffira amplement. Il y a également les hébergements. Donc, dans l'idéal, commencez par se situer à l'intérieur des parcs nationaux si vous souhaitez dormir au cœur de l'action. Je pense que ça sera le mieux et le faire le plus tôt possible parce que les réservations ouvrent entre 1 an et 1 an et demi à l'avance. Oui, je sais, faut anticiper pas mal, mais ça part très très vite. Donc voilà, important de pouvoir anticiper. Après, on peut toujours loger à l'extérieur, hein. Mais voilà, ça demande de faire de la route et c'est pas forcément toujours très agréable. On a toujours envie de rester le plus tard possible dans les parcs. Absolument. Bon, l'idée c'est de mixer des hôtels, motels, camping, Airbnb, ça c'est un peu au pouvoir de chacun. Airbnb, faut faire très attention, dans les villes notamment, je parle de Los Angeles, ça doit marcher aussi pour San Francisco.
les règles ont énormément évolué ces dernières années, elles se sont durcies et du coup, les villes exigent que le loueur soit présent dans le logement au moment de la location. Donc quand on voit une super annonce avec un appartement entier sur Los Angeles, gros warning, ne prenez pas, c'est souvent illégal et le risque c'est que vous vous retrouviez sans rien, parfois même le jour de l'arrivée. Donc ça serait dommage d'en arriver là. Pas hésiter à profiter des programmes de fidélité, notamment Booking, Hotel.com, qui fonctionnent pas forcément de la même manière, mais qui peuvent faire des économies, ça peut être sympa. Et si votre budget est trop serré, évitez les hébergements à l'intérieur, on arrive toujours à trouver à une demi-heure, maximum 1 heure du parc, on peut trouver des logements quand même très abordables. Et après tout ça, il y a aussi l'assurance voyage. Faut savoir qu'aux États-Unis, le coût des soins est exorbitant. On peut vite se retrouver ruiné. Donc c'est très important d'avoir une bonne prise en charge. Une assurance, ça permet d'éviter la facture énorme. Donc les garanties à vérifier, c'est les plafonds, notamment pour les frais médicaux et les hospitalisations. Dans l'idéal, il faut au moins avoir un plafond d'1 million d'euros. Alors ça peut paraître gigantesque, forcément, quand on connaît les prix de nos soins à nous en France. 1 million, on se dit non, c'est énorme, mais sauf qu'aux États-Unis, en fait, à presque $10 000 la journée, ça vient très très vite. Surtout qu'il faut rajouter les soins à côté qui sont très chers. Dans les garanties, bien aussi prévoir le rapatriement sanitaire. Ça évitera justement de dépasser les 1 million d'euros. Oui. Et la responsabilité civile à l'étranger, c'est important. Certaines cartes bancaires proposent des assurances plutôt pas mal, plutôt complètes. Faut bien lire les conditions. Généralement, vaut mieux plutôt se baser sur les visas premiers et les gold. Les autres ne proposent pas suffisamment de plafond de prise en charge. Et sinon, il existe des assurances spécialisées telles que Chapka, Emondo, ACS, Alliance. Et conseil pratique aussi, quand on prend une assurance, toujours vérifier les exclusions, notamment quand ce concerne les sports à risque, les randos aussi en montagne, ça globalement on en fait tous, mais quid de la prise en charge si on se casse la jambe au sommet d'une montagne, est-ce qu'on est pris en charge pour qu'on vienne nous rapatrier ou pas? Voilà, il faut l'avoir en tête ça, et bien voir aussi les franchises, ça peut vite grimper, toujours avoir les numéros d'urgence sur soi, et la procédure pour déclarer un accident. Encore une fois, comme pour les stars, c'est pas mal d'avoir une copie papier, ou au moins numérique du contrat pendant le voyage. Mais on n'a pas fini parce qu'il y a encore pas mal de choses qui coûtent aussi. Les activités, surtout les plus populaires, privilégier les billets coup de fil pour faire des économies. Privilégier déjà les activités gratuites, randonnées, les viewpoints, les routes panoramiques. Certains festivals peuvent être gratuits. Il y a pas mal de musées aussi dans certaines villes qui sont gratuits, certains jours, voire tout le temps. Et puis voilà, se balader dans les villes, c'est gratuit, ça c'est cool. Le Pass America the Beautiful, donc ça c'est pour visiter les parcs nationaux, c'est un indispensable quand on décide de faire un road trip dans l'Ouest américain. Il a fortement augmenté depuis le 1er janvier, il est passé à $250. Alors on peut être d'accord, pas d'accord, là, la question n'est pas là forcément. Faut savoir que ça faisait une vingtaine d'années qu'il n'avait pas bougé, il était à $80 et il est passé à 250. L'augmentation n'est pas forcément étonnante, c'est plutôt le niveau d'augmentation qui nous a surpris, qui a surpris en tout cas les futurs visiteurs des parcs des États-Unis. Oui, et malgré la flambée du tarif pour les visiteurs internationaux, le Pass America the Beautiful reste un choix très pertinent. Pourquoi ? Eh bien parce que si vous décidez de faire l'économie de l'achat du pass, un surcoût de $100 par personne est appliqué à l'entrée des 11 parcs nationaux les plus populaires aux USA. Il y en a 8 dans le Grand Ouest américain, Bryce Canyon, Glacier, Grand Canyon, Rocky Mountain, Sequoia et Kings Canyon, Yellowstone, Yosemite et Zion. Les calculs sont assez vite faits, le pass reste incontournable si on souhaite visiter les parcs nationaux de l'Ouest. Oui, tout à fait, parce que comme tu disais, avec $100 de majoration par personne, la visite notamment de Grand Canyon, si on est 4 dans la voiture, ça nous revient à $435. Donc déjà, rien que sur ce parc, les $250 du Pass America the Beautiful, ça reste quand même une super bonne idée. Et j'ajoute que, alors ça c'est une bonne nouvelle par contre, le Pass America the Beautiful est maintenant désormais disponible en version dématérialisée, c'est-à-dire numérique, ça se passe sur le site recreation.gov et on vous a mis en description le lien vers notre fiche pratique consacrée au Pass America the Beautiful. Vous aurez tous les détails, toutes les infos, vous saurez à quoi vous attendre.
Bon, on a réservé les vols, les hôtels, la voiture, les activités. On pourrait presque croire qu'il n'y a plus qu'à partir, sauf que non, parce qu'un road trip, c'est aussi une affaire de logistique. Et là, je ne parle pas seulement de choisir entre la valise et le sac à dos, mais aussi de savoir comment payer sans se ruiner en frais bancaires, quoi mettre absolument dans ses bagages, comment téléphoner depuis les USA et même penser à la trousse de secours si on compte randonner, bref, tout ce qui peut éviter qu'une petite galère devienne un gros souvenir, Johanna. Donc déjà, les moyens de paiement. Donc privilégiez les cartes bancaires des néobanques, notamment Revolut, N26, Bourson Banque, Fortunéo, qui permettent de s'économiser de sacrés frais une fois sur place. Du coup, il n'y a pas de frais de transaction. Bien voir les bagages, la réglementation, ce qui est autorisé, ce qui est interdit, notamment en ce qui concerne la nourriture. On n'a pas toujours en tête, mais notamment la nourriture fraîche est souvent interdite. Faut avoir terminé ça dans l'avion avant d'arriver sur le territoire. Par contre, en ce qui concerne la nourriture sèche, notamment les certaines conserves, des paquets de gâteaux, tout ça, il n'y a pas de souci. On peut envisager d'avoir un cadenas TSA, pourquoi pas. Le pèse-valise, ça peut être une bonne idée, surtout si on a l'intention de faire beaucoup de shopping, parce qu'on peut très vite monter au-delà des 23 kilos réglementaires. Dont l'idée, c'est d'avoir un forfait téléphonique opérationnel aux USA. Donc, la plupart des opérateurs français désormais proposent des petits forfaits en fait en option pour les États-Unis. Ne pas oublier des adaptateurs pour brancher vos appareils électriques. On n'est pas sur le même système électrique et du coup, si vous n'en prévoyez pas, vous risquez de ne pas pouvoir vous recharger vos téléphones notamment. Une petite trousse de secours pour la randonnée, ça paye pas de mine, surtout quand on est infirmière comme moi. La petite trousse, c'est plutôt une grosse trousse. Bon, avec ça, vous voilà parés. Et avant de conclure, Johanna, j'aimerais que tu nous donnes quelques bons conseils et astuces. Des conseils, moi, je préparerai un roadbook avant de partir. Je trouve que c'est plutôt sympa. Ça permet de rassurer aussi sur les étapes, de savoir un peu ce qu'on a prévu, de pouvoir y mettre des petits plans B si jamais il y a un souci, notamment comme on en parlait un peu plus tôt des shutdowns ou se retrouver face à un parc national fermé. Qu'est-ce qu'il y a à proximité pour pouvoir quand même passer une belle journée. Donc les roadbooks, ça peut être pas mal pour ça. Éviter de préparer son road trip à la minute près. Comme je disais, attention aux impondérables, on ne sait jamais, la météo, la circulation, toujours garder de la flexibilité et prévoir des plans B, comme je disais. Éviter de prévoir un planning chargé à l'arrivée. Le jour J, avec le jet lag, il aura duré 33 heures, on est crevé. L'idée, c'est pas de se mettre en danger, de prendre la route directement. Prenez un petit hôtel, pas très loin. Si c'est possible, prenez un avion qui arrive en fin d'après-midi, comme ça vous allez vous coucher directement, et le lendemain matin, pouf, vous serez sur les chapeaux de roue pour partir. De bonheur. De bonheur, tout à fait. Et on n'oublie pas les pourboires. C'est pas un réflexe qu'on a nous en France, mais là-bas, le pourboire, c'est le salaire. Donc vous serez très mal vu si vous donnez pas un pourboire. Généralement, le pourboire, il est de l'ordre de 18-20%. Il y a pas mal d'applications qui permettent de calculer le pourboire, mais si vous n'avez pas forcément ça sur vous, ou si vous n'avez pas forcément envie de télécharger ça, l'idée c'est de doubler la taxe. Et comme ça, la taxe elle est à peu près de 10%. Notamment dans l'Ouest, donc vous doublez la taxe et puis vous avez votre pourboire. Voilà, si vous avez un projet de road trip aux USA dans un coin de la tête, eh bien rendez-vous sur notre site sunsetbld.com où vous attendent des dizaines de guides et fiches pratiques pour vous aider à organiser vos vacances. Merci Johanna pour cet épisode qui était particulièrement riche et puis pour le partage de ton expérience. Je t'en prie, Jean-Christophe, c'est toujours un plaisir de partager avec toi et avec la communauté Sunset. Voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à nous laisser un commentaire, ça nous fera toujours plaisir, à vous abonner au podcast évidemment pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt dans Check-in et d'ici là, prenez soin de vous.